Dans ces systèmes, la paix ne se limite pas à une cessation d'hostilité diplomatique. Elle suppose, dans le cadre d'une normalisation complète, l'ouverture des frontières, des échanges économiques, des coopérations culturelles, etc. Or, cela impliquerait une ouverture vers l'extérieur qui pourrait fragiliser le contrôle social et idéologique exercé par le pouvoir. Vous imaginez si, par exemple, des Égyptiens se mettaient à aller passer leurs vacances en Israël ou encore des Algériens au bord des plages de Tel Aviv. Donc, naturellement, ça pourrait donner des idées à ceux qui ont tout intérêt à laisser leur société fermée. La société israélienne, nous le savons, est dynamique, la parole est libre, sa jeunesse est vivante, la création est foisonnante, la majorité des régimes arabes et islamiques, malheureusement, et sont archaïques et illégitimes. Ils ont peur que leur société prenne donc en exemple le seul pays démocratique du Moyen-Orient en se mettant à avancer des revendications d'émancipation. L'exemple de l'Égypte, premier pays arabe à avoir signé un traité de paix avec Israël en 1979, est souvent cité, bien que la paix soit maintenue, rappelons-le, elle reste quand même froide et assez impopulaire. Et elle a contribué à une perception de compromission du régime de Sadat, les moins jeunes s'en rappellent, d'abord marginalisé par tous les régimes arabes avant d'être assassiné en 1981 par un groupe islamiste. Pour beaucoup de dictatures, la paix peut donc être perçue comme un risque de déstabilisation interne, surtout dans les sociétés jeunes, frustrées et sensibles aux récits de justice et de souveraineté. Par conséquent, si demain Palestiniens et Israéliens arrivaient à un accord, et si demain, il est permis évidemment de rêver, il y a une résolution définitive de ce conflit. La plupart des régimes arabes auront du mal à l'accepter car cela privera leur propagande populiste d'un argument important.